bonsoir à vous qui nous rejoignez. Pendant qu'à Riyad, au Future Minerals Forum, les plus grandes puissances mondiales discutent de l'avenir des minéraux dont regorge notre sous-sol, ici, au cœur de notre nation, la question reste la même. Comment cette richesse se traduit-elle dans le quotidien de nos compatriotes? La réponse, ce soir, est complexe et pleine de contradictions. Bienvenue sur Inside News RDC. Le fil conducteur de notre édition est une tension qui déchire notre pays. D'un côté, une tentative audacieuse de la République démocratique du Congo de reprendre en main sa souveraineté minière face aux géants mondiaux. De l'autre, les scandales de corruption qui éclatent au grand jour et qui, de l'intérieur, sapent cette même souveraineté, la livrant en pâture à des intérêts privés. Ce soir, nous analyserons en profondeur l'accord historique qui voit notre Gécamine pivoter vers les États-Unis pour l'exportation de notre cuivre. C'est un défi direct lancé à la Chine. Mais est-ce le début d'une véritable indépendance économique ou le simple changement de maître? Dans le même temps, nous suivrons la course contre la montre diplomatique du président Tshisekedi par Lomé, qui tente de bâtir un front africain uni, alors que la situation sécuritaire dans l'Est demeure explosive. Nous évoquerons également ce scandale judiciaire qui, depuis Washington, vient éclabousser Kinshasa, révélant une fois de plus les failles béantes de notre gouvernance. Cette souveraineté économique que nous cherchons à l'extérieur, des acteurs au sommet de notre propre État semblent déterminés à la saboter de l'intérieur. Et cela commence par notre ressource la plus stratégique, le cuivre. Entrons donc dans nos sujets du jour. La formation est brute et historique. La Gécamine, notre société minière d'État, va exporter 100 000 tonnes de cuivre vers les États-Unis au cours de cette année 2026. Cette opération se fera via un accord inédit avec le négociant suisse Mercuria Energy Trading. Et, sur l'échiquier mondial, cette transaction n'est pas qu'un simple contrat commercial. C'est une manœuvre géopolitique majeure ouvertement soutenue par la US, International Development Finance Corporation, DFC, le bras financier de Washington. L'objectif est clair, briser la domination quasi totale de la Chine sur les minéraux critiques congolais et insérer de force la RDC dans les chaînes d'approvisionnement occidentales, avec le corridor de Lobito comme nouvelle artère stratégique. Officiellement, la direction de la Gécamine et Mercuria justifie cette alliance par la volonté de reprendre le contrôle de la commercialisation de nos ressources. Pour ce faire, une nouvelle filiale, Gécamine Trading, a été créée. Son but affiché est de construire une capacité de négoce congolaise. L'ambition est immense. Ce premier contrat n'est qu'un test pour une stratégie visant à commercialiser directement jusqu'à 500 000 tonnes de cuivre et 40 000 tonnes de cobalt par an. Mais la réalité du terrain est plus complexe. Ces 100 000 tonnes de cuivre proviennent de la mine de Tenke Fungurume, opérée par le groupe chinois CMOC. La Gécamine ne fait qu'exercer son droit d'achat sur sa quote-part de production. En décidant de vendre ce cuivre aux Américains, Kinshasa pose un défi frontal aux intérêts de Pékin, qui contrôle la grande majorité de nos actifs miniers. Notre analyse indépendante, corroborée par plusieurs observateurs, soulève des questions critiques. La nouvelle filiale Gécamine Trading a-t-elle réellement les reins assez solides pour gérer des opérations d'une telle complexité, ou sa dépendance à Mercuria est-elle totale? De plus, des accords aussi ambitieux ne sont viables que si la réputation du pays n'est pas, au même moment, détruite de l'intérieur par des scandales de corruption qui font fuir les partenaires crédibles. Pour nos concitoyens, l'impact pourrait être double. D'un côté, si l'opération réussit, elle pourrait augmenter les revenus de l'État. De l'autre, le risque est de simplement remplacer une dépendance économique envers la Chine par une nouvelle dépendance, cette fois-ci envers les intérêts occidentaux, sans que les bénéfices ne ruissellent véritablement jusqu'à la population. Cet accord est-il le premier pas vers une véritable souveraineté économique?
Ou bien notre pays est-il en train de devenir, malgré lui, le nouveau terrain d'affrontement commercial entre Washington et Pékin, avec des bénéfices incertains pour le peuple congolais? Cette question de savoir si nous sommes un partenaire ou un pion sur l'échiquier mondial trouve une réponse brutale, non pas dans les mines du Katanga, mais dans les couloirs des tribunaux américains. Car pendant que nous luttons pour notre souveraineté économique, notre crédibilité, elle, est attaquée de l'intérieur. Le fait brut est le suivant. Hier, le 12 janvier 2026, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Lomé pour une visite de travail. Il y a rencontré son homologue togolais, Faure Gnassingbé, qui a été désigné par l'Union africaine comme médiateur dans la crise qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique diplomatique internationale en pleine recomposition. Après les processus de Washington et de Doha, on assiste à un retour discret mais notable des acteurs africains. L'Angola de João Lourenço multiplie les contacts, tandis que le Togo se positionne comme un coordinateur. Cette visite prépare d'ailleurs le sommet de haut niveau prévu dans cette même ville de Lomé ce vendredi 17 janvier. La communication officielle de la présidence de la RDC présente ce déplacement comme une preuve de l'engagement du chef de l'État à privilégier la voie diplomatique. L'objectif affiché est de mobiliser les instances africaines pour mettre fin à l'agression et restaurer une paix durable dans notre pays. Pourtant, la réalité du terrain offre un contraste saisissant avec cette agitation diplomatique. Le même jour, pendant que les présidents discutaient à Lomé, de violents combats éclataient dans le territoire de Massissi. Les affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants patriotes Wazalendo ont provoqué de nouveaux déplacements massifs de population, jetant des centaines de familles sur les routes. Notre analyse révèle une situation plus nuancée qu'il n'y paraît. Le rôle du Togo, jusqu'ici discret, semble prendre de l'ampleur. Parallèlement, le retour de l'Angola est significatif. L'Uganda ne se contente pas de parler à Kinshasa. Des contacts ont été établis avec l'ancien président Joseph Kabila et même avec Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'alliance AFC M23. Ceci suggère une recomposition complexe des alliances. Pour nos compatriotes qui vivent dans l'Est, cette effervescence diplomatique a un goût amer. Ils voient se succéder les sommets et les poignées de main. Mais sur le terrain, la violence ne cesse pas. Les balles continuent de siffler, les villages de brûler, et la paix reste une promesse lointaine. Cette multiplication des médiateurs est-elle un signe de progrès et d'une volonté partagée de résoudre la crise? Ou est-elle le symptôme d'un enlisement diplomatique où chaque acteur régional poursuit son propre agenda au détriment d'une solution unifiée et efficace pour le peuple congolais? Cette agitation diplomatique, qui peine à produire des résultats tangibles pour notre peuple, soulève une question de crédibilité. Mais que vaut la crédibilité diplomatique d'une nation quand sa crédibilité financière et judiciaire est pulvérisée par un scandale qui nous humilie sur la place publique de Washington? Les faits sont d'une gravité exceptionnelle. Le 8 janvier 2026, il y a 5 jours à peine, une plainte d'une valeur de 4 milliards de dollars a été déposée contre la République démocratique du Congo devant un tribunal de l'Idaho aux États-Unis. Le plaignant est une institution financière américaine, Pay Services Bank, et le numéro de dossier public est le 1-2026 CV 0009. Révélé par les médias spécialisés Mlex Financial Crime et Africa Intelligence, sont explosives. Violation de contrat et surtout exigence de pot de vin de la part de hauts fonctionnaires sur un projet majeur visant à revitaliser et numériser la banque d'État de la RDC. Le timing de ce scandale est dévastateur. Le 4 décembre 2025, le président Tshisekedi signait les accords de Washington sur les minéraux critiques, se présentant comme un partenaire fiable pour les États-Unis. 34 jours plus tard, une entreprise américaine dépose cette plainte, pulvérisant cette image.
selon les documents judiciaires, Pay Service a refusé de payer les pots de vin exigés car l'entreprise est soumise au Foreign Corrupt Practices Act, la loi américaine qui interdit formellement de corrompre des officiels étrangers. Ce scandale n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'un système de corruption endémique. Un système où seulement 26% de nos compatriotes ont accès aux services financiers formels. Un drame que le projet Pay Services aurait pu commencer à résoudre. Un système où Transparency International nous classe 166e sur 180 pays. Un système où l'audit de l'Inspection générale des finances a révélé l'existence de 145 000 agents fictifs. Un siphonnage de près de 800 millions de dollars par an du Trésor public. Cette affaire, avec ses ramifications complexes, fait l'objet d'une analyse complète. Notre journaliste Julia a décortiqué ce scandale pour vous dans un dossier spécial qui sera diffusé juste après ce journal. Il s'intitule « L'avenir numérique saboté pour 4 milliards ». Comment convaincre des investisseurs sérieux de venir en RDC quand l'État lui-même est accusé de violer ses propres contrats pour punir ceux qui refusent de céder à la corruption. Pendant que ces scandales éclatent, la République démocratique du Congo déploie une intense activité sur la scène internationale pour projeter une image de partenaire crédible et ambitieux. Cette semaine illustre parfaitement ce grand écart. À Kinshasa, le ministre de la Justice s'est entretenu avec l'ambassadeur de Suisse pour solliciter l'expertise helvétique dans la création d'un futur tribunal économique et financier. Une arme annoncée contre la corruption. Au même moment, à Riyad, notre ministre des Mines rencontrait son homologue saoudien pour accélérer la mise en œuvre d'un partenariat minier stratégique, visant à attirer des investissements massifs. Enfin, à Abu Dhabi, lors de la Sustainability Week, la première ministre a porté la vision d'une RDC, pays solution, face à la crise climatique. Cette triple démarche montre une nation qui cherche activement des partenaires pour réformer sa justice et développer son économie. Mais cette image positive et volontariste se heurte frontalement à la réalité des scandales de gouvernance qui continuent de miner notre crédibilité de l'intérieur. Même les nouvelles qui semblent plus modestes en apparence révèlent les fractures profondes, mais aussi les espoirs tenaces qui animent le quotidien de notre nation. Chaque information est une pièce du puzzle complexe qu'est la RDC aujourd'hui. Sur l'ensemble du territoire national, les Congolais observeront un long week-end de commémoration alors que le ministère de l'Emploi a déclaré les journées du 16 et 19 janvier chômées et payées. Cette décision, conforme à l'ordonnance sur les jours fériés, honore la mémoire des héros nationaux Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. La journée du 17 janvier tombant un samedi, elle est reportée au lundi 19, offrant ainsi à nos compatriotes un moment de recueillement et de repos pour se souvenir des sacrifices fondateurs de notre République, un rappel nécessaire dans les temps troublés que nous traversons. Dans la province du Maniema, l'exécutif local s'attaque à la faiblesse de ses finances publiques en signant un contrat de digitalisation visant à multiplier par 6 les recettes mensuelles. Le gouverneur a révélé que la province ne mobilisait jusqu'ici qu'environ 70 000 $ par mois, un montant dérisoire face aux besoins immenses de la population. Cette initiative vise à mettre fin à l'opacité et au manque de traçabilité qui caractérisaient la collecte des impôts, dans l'espoir de doter enfin la province des moyens de son propre développement. En Ituri, les FRDC lancent un avertissement d'une sévérité absolue, accusant publiquement des commerçants et hommes d'affaires de financer la milice CRP de Thomas Lubanga en échange d'or. Le porte-parole de l'armée, dans un message sans équivoque, a mis en demeure ses collaborateurs de la rébellion. Si vous avez pris l'argent des gens, remettez-le. Payez vos dettes. C'est une accusation frontale de collaboration traîtresse avec des intérêts étrangers. Les FARDC exigeant que les fonds perçus pour alimenter la guerre soient restitués immédiatement, alors que l'étau militaire se resserre sur ses réseaux. Des pluies diluviennes continuent de paralyser le pays, comme à Kamwesha au Kasaï, où la RN1 est totalement inondée.
bloquant la circulation et plongeant les habitants dans la désolation. Pendant ce temps, au Sankuru, la F27 est désormais coupée après les pluies du début du mois, isolant des communautés entières et paralysant les échanges commerciaux. Ces deux situations illustrent la fragilité dramatique de nos infrastructures face aux aléas climatiques et le besoin urgent d'investissement pour désenclaver nos territoires. Nous arrivons au terme de cette édition dense qui nous a confrontés au paradoxe de notre nation. Avant de nous quitter, récapitulons les 4 points cardinaux de l'actualité de ce 13 janvier 2026. Premièrement, le pari géopolitique de la Gécamine qui tente de s'aligner sur Washington pour reprendre le contrôle de son cuivre. Un acte de souveraineté audacieux, mais dont les risques sont immenses. Deuxièmement, la diplomatie présidentielle intense à Lomé qui cherche des solutions africaines à la guerre dans l'Est, mais qui se heurte à une paix qui se dérobe toujours sur le terrain. Troisièmement, l'humiliation paie service. Une plainte à 4 milliards de dollars qui prouve que notre pire ennemi n'est pas à l'extérieur de nos frontières, mais bien au cœur de notre propre administration. Et quatrièmement, l'incessante lutte pour la bonne gouvernance qui demeure, ce soir encore, le principal obstacle au développement et à la dignité de notre nation. Ce soir, je vous laisse avec cette réflexion de notre compatriote géostratège Eric Kamba. Transformer la justice en monnaie d'échange politique est la plus grave trahison qu'un État puisse commettre envers ses citoyens. Cette phrase nous rappelle que la paix ne peut se construire sur l'oubli et l'impunité, et que la véritable souveraineté commence par une justice forte et impartiale pour tous. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Juste après ce journal, ne manquez pas notre dossier spécial « L'avenir numérique saboté pour 4 milliards » qui décortique en profondeur le scandale Pay Service. Et pour comprendre le contexte géopolitique de ces tensions, je vous recommande également notre enquête sur Inside News Review, l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisée. Elle vous donnera les clés pour décrypter les enjeux cachés derrière les grandes annonces diplomatiques. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je suis Imelda et c'était Inside News RDC. Bonne soirée à tous.